C'est pas tellement le secret sur la psychologie des personnages, c'est plutôt que c'est un, je sais pas comment dire, c'est un continent qui, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je laisse ça plutôt à la convenance des acteurs à la limite. C'est-à-dire que, bon, je pourrais, hein, on travaille suffisamment avant pour pouvoir le faire, on pourrait faire le roman de chacun des personnages, etc. etc. Mais je trouve que je préfère passer mon temps et mon énergie avec les acteurs sur des problèmes qui sont complètement différents, qui sont des problèmes de texte, des problèmes de rythme, surtout des problèmes d'énonciation, etc. Et puis, ça n'empêche pas d'en parler, enfin, c'est pas du tout interdit, au contraire. Et puis, il y a tout un travail, comment dire, tout un travail sur l'instant qui fait que la psychologie, elle est tellement. Si on travaille sur l'instant, la psychologie, eh ben, elle bouge sans arrêt, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de définir pratiquement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toute une époque du théâtre où même les traducteurs, par exemple, si je prends un exemple sur Hedda Gabler, par exemple, les traducteurs à l'époque faisaient une espèce de continuité psychologique sur Hedda Gabler. Alors elle était, on ne savait pas si, elle était particulièrement impressionnée et définie par la lignée, c'est-à-dire par son père, etc. Elle portait des bottes, donc on voit tout de suite ce que ça veut dire, quoi. Elle maltraitait Tessman un peu, etc. Or, en fait, c'est pas du tout ça. Je veux dire, si on prend par exemple, il y a un chapitre, je crois que c'est d'Adorno, sur la vérité sur Hedda Gabler, c'est dans Minima Moralia, je sais pas, c'est 10 pages. Peut-être pas 10 pages, c'est une page et demie, et dans laquelle il dit exactement qui pourrait être Hedda Gabler, et ça n'a rien à voir avec cette espèce de continuité psychologique sur laquelle les gens. Bon, c'était un peu. À l'époque, c'est les années 50, 60, 1950, 1960, donc c'était une manière de considérer la chose, de considérer le théâtre aussi. Je trouve que là, c'est plus intéressant de travailler dans l'instant, donc l'instant contient toutes les contradictions. Donc on peut jouer une chose et son contraire, surtout, c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais déjà Tchekhov faisait ça, hein, je veux dire, très vite, je veux dire, quand on regardait Didascali, tout à coup ça sourit, puis en une seconde il dit elle a les larmes aux yeux, je dis pas qu'elle pleure d'ailleurs, mais voilà, moi je pense que quand on travaille l'instant, le présent vraiment et l'instant, on est au cœur des contradictions, donc c'est très difficile de définir une psychologie. Voilà. Ce qu'on peut définir plutôt, par exemple, c'est des sensations ou des choses comme ça. Enfin, par exemple, la logique de la sensation, c'est plus intéressant que la psychologie d'un personnage, quoi. Alors, d'ailleurs, dans la sensation, souvent les acteurs eux-mêmes vont puiser bah, dans, dans toutes les mémoires qu'ils ont, ou la mémoire qu'ils peuvent avoir, de sensations qu'ils ont vécues, ou de sensations qui leur restent d'un instant aussi, quoi. Donc c'est plutôt ça qui nourrit en fait le jeu plutôt qu'une définition psychologique d'un personnage. D'ailleurs moi j'emploie toujours le mot figure et pas personnage. Parce que j'ai l'impression que dans figure c'est pas déterminé. Alors que dans personnage c'est comme si on faisait déjà le croquis, quoi. Enfin, sur l'amour, oui, je pense, ouais. Mais bon, j'allais dire un symptôme, mais c'est presque un symptôme chez Marivaux, quoi. Parce que le nombre de pièces dont le titre, depuis la première, Harlequin poli par l'amour, quoi, c'est-à-dire poli comme un galet sur la plage, c'est-à-dire civilisé enfin ou humanisé par l'amour. Donc je pense que oui, enfin après c'est la surprise de l'amour, la seconde surprise de l'amour, le triomphe de l'amour, le jeu de l'amour et du hasard, etc. Enfin, c'est, euh, il y a un philosophe qui s'appelle Claude Romanou qui a revu toute l'histoire de la philosophie à partir de l'expression être soi-même. Et très curieusement, je crois que c'est après Descartes ou je ne sais plus, il y a un chapitre sur Marivaux qui normalement ne devrait pas avoir grand-chose à faire maintenant. Et dans ce chapitre, il, il explique pourquoi il a mis Marivaux. Et en gros, si je résume,
il dit que pour se connaître soi-même et connaître l'autre, chez Marivaux, l'opérateur, c'est l'amour. Et donc, moi, ça m'a énormément impressionné, parce que je ne m'attendais pas du tout, je disais ça pour autre chose, et je ne m'attendais pas du tout à trouver un chapitre sur Marivaux à l'intérieur de cette nouvelle histoire de la philosophie. Et je pense que c'est très important. Enfin, je veux dire, c'est vrai que... Alors, sur les fausses confidences, c'est un peu plus bancal parce qu'on n'a pas la surprise de l'amour chez les deux personnages principaux. Parce que Dorante, c'est déjà fait, avec, quand le raconte Dubois, quelque chose de profondément romanesque, puisque il est tombé amoureux d'elle quand elle descendait les marches de l'opéra. Mais c'est aussi parce que je crois que juste avant cette pièce, il a écrit ces deux romans, La vie de Marianne et Le paysan parvenu, et que donc il y a des traces de romanesque dans Les fausses confidences qu'il n'y a peut-être pas dans, par exemple, La seconde surprise de l'amour, que je connais mieux que les autres pièces. Oui, je disais donc que c'est un peu bancal parce que donc c'est déjà fait pour l'un et en fait toute la pièce raconte la surprise de l'amour chez l'autre jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est vraiment et qu'elle échappe à toutes les, pas comment dire, à ce qui serait la règle normale de sa vie à elle, c'est-à-dire elle met par terre toutes les conventions et finalement et alors la pièce se passe en une journée. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus parce que il arrive le matin, il s'engage comme intendant chez elle, il est engagé par elle comme intendant et le soir il devient son mari, quoi. Donc tout ça en une journée, les gens disaient que la pièce pour ça avait quelque chose d'obscène à l'époque sur la critique, quoi. Mais ce qui est formidable, c'est que effectivement c'est déjà presque prêt, entre guillemets, sans aller trop loin, mais presque pré-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle choisit le mariage avec quelqu'un qui... En fait, il est de la même classe, il appartient à la petite bourgeoisie, puisqu'il est fils d'avocat, etc. Sauf que pour rentrer à son service, il s'est déclassé, il est rentré dans la domesticité. Donc ça veut dire qu'elle choisit de se marier avec son intendant plutôt que d'être anoblie par le mariage avec le comte qui la courtise depuis longtemps et qui attend justement le mariage. Non, mais c'est parce qu'on avait, avec Jacques, je lui avais dit, ce serait bien de faire un espace, mais qui ne soit pas unitaire, c'est-à-dire que, voilà, qu'on le traite comme, je ne sais pas comment dire, comme certaines littératures, c'est-à-dire de manière fragmentaire, quoi. Donc, parce qu'on ne le fait jamais sur l'espace, c'est toujours un peu unitaire, un peu... Donc d'un côté, il y a des appartements qui sont plutôt boisés comme ça. Au milieu, il y a une espèce d'arrondi qui ferait presque salon du 18e, enfin sur la déco, tout ça. Et de l'autre côté, c'est plutôt réservé aux entrées-sorties de ce qui serait la domesticité. Et donc en haut, c'est vrai qu'en haut de la frise, il y a des bouts de verre, comme effectivement ce que vous dites, on ne peut pas rentrer pour empêcher les voleurs, etc. Et je trouvais qu'il y a quelque chose comme ça. Moi, cette idée me donnait l'idée de la clôture. Voilà. Donc c'est quand même un espace clos. C'est un espace d'une bourgeoisie totalement aisée, puisqu'elle est veuve, et son mari, je pense que son ancien mari, donc je pense qu'il devait être proche du roi, ça devait être un très grand financier, donc elle a une vraie fortune. C'est aussi, alors très curieusement, j'ai jamais bien saisi pourquoi, parce qu'à un moment, Araman dit c'est moi la maîtresse, donc ça veut dire maîtresse de maison aussi. Or, en didascalie au début de la pièce, il dit la situation se passe chez Madame Argante, qui est la mère. Alors, j'ai jamais bien compris l'histoire du lieu, comment Madame Argante, alors qu'Araman dit qu'elle est la maîtresse, et que visiblement on habite plutôt dans le domaine de son ancien mari, qui était donc un homme fortuné, quoi. Donc je ne sais pas très bien, ça j'avoue que je n'ai pas résolu. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'espace, c'était vraiment mettre côte à côte trois espaces comme ça, et en plus un espace qui se déconstruit là aussi, c'est-à-dire que de plus en plus il y a des portes qui s'en vont. Finalement, à la fin, il y a juste le squelette avec une espèce de jardin, des arbres qui sont plutôt fantomatiques d'ailleurs. Ça, j'y tenais beaucoup, que ce ne soit pas trop... contraire de la seconde surprise, par exemple, on avait fait une nature folle et
exacerbé, là où c'est le contraire un peu, c'est fantomatique, quoi. Oui, mais j'avais regardé une définition dans un dictionnaire de 1690 de ce qu'était la fausse confidence. Et il y avait une définition de fausse confidence, pas seulement de confidence, mais de fausse confidence. Et la définition, c'était en gros, la pièce s'appelait au départ La fausse confidence. Je pense que c'était allusif à ce que raconte Dubois quand il explique à Raminde comment Dorante est tombé amoureux d'elle, le roman dont je parlais tout à l'heure, quoi. Et je pense que, comment dire, dans la fausse confidence, la définition, c'est changer le point de vue de l'interlocuteur, mais surtout dire le contraire de ce à quoi on veut arriver. Donc par exemple, quand il lui raconte l'épisode de Dorante qui tombe amoureux, il le fait en disant je m'en vais parce que je ne peux plus être dans la même maison que cet homme-là, quoi. En fait, c'est pour obtenir qu'il reste, que Dorante reste. Donc, lui menace de partir, demande à ce qu'on le renvoie Dorante, mais pour obtenir au contraire qu'il reste. Donc, c'est tout le système. C'est le système de la fausse confidence. Enfin, je veux dire, c'est la définition en gros, quoi. Alors après, c'est très curieux d'ailleurs, parce que pourquoi il a changé de titre? C'est vrai qu'alors, il y a plein d'autres confidences. Si on commence à les lister, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors après, on ne sait plus d'ailleurs si c'est fausse confidence, mensonge. Par exemple, pourquoi M. Rémy dit à Marton que Dorante l'a déjà vu chez lui et qu'il a dit quelle jolie fille il a et qu'il en est amoureux. Personne ne lui a demandé de le dire. C'est une confidence, c'est un mensonge, c'est un vrai mensonge, par exemple. Enfin, donc, voilà, il y a plein de... Ça circule beaucoup dans la pièce. Mais je pense que, quand même, fausse confidence, si la pièce au départ s'appelait La fausse confidence, je pense que c'est centré sur la manipulation de Dubois, quoi. C'est parce qu'il faut d'abord essentiellement, avec les acteurs, être branché sur le problème rythmique. Alors, bon, moi j'avais un prof d'esthétique, Maldinet, qui disait le rythme, il n'y a que ça qui compte, sauf que quand on le cherche, on ne le trouve pas, et au contraire, il s'en va. Donc, il disait il advient. Il advient, et en plus, il avait des phrases extraordinaires. Il disait le rythme, il est dans le remous des eaux, il n'est pas dans le lit du fleuve, par exemple, des choses comme ça. Enfin, mais chaque fois, il avait des métaphores très fortes, mais pour parler, il a passé sa vie à parler de ça, il a parlé de Cézanne, justement. Et par exemple, je me souviens, par exemple, il raconte Cézanne qui revenait les yeux rougis parce qu'il avait trop regardé la Sainte-Victoire ou les montagnes. Et quand il arrivait devant la toile blanche, il disait mais il y a tous les clichés déjà. Donc comment peindre si tous les clichés sont déjà sur la toile blanche? Et il disait, Cézanne expliquait qu'il fallait qu'il crée, il appelait ça un abîme. Et tout à coup, il commençait à mettre une tache rouge. Et il ne savait absolument pas où ça allait. C'était le tableau en train de se faire, quoi. C'était pas l'intentionnalité de peindre la Sainte-Victoire, c'était tout à coup une tache rouge, et puis la tache rouge créait un rythme, et comme ça, ça finissait par un tableau, quoi. Mais donc, Maldinet faisait toujours le commentaire en disant le problème, c'est pas de rendre le visible, c'est-à-dire imiter, mais c'est de rendre visible, ce qui est complètement le contraire. Et donc, quand on travaille sur Marivaux, si on travaille sur le sens, c'est foutu, parce que, bon, d'abord, la signification n'est pas très compliquée, enfin, je veux dire, c'est très agencé, il faut quand même bien savoir où on est chaque fois qu'on dit une phrase, mais en dehors de l'agencement, ce qui compte, justement, c'est le rythme. Alors, le rythme, c'est-à-dire que nous, par exemple, on essaye de faire ce qu'on appelle des groupes rythmiques. C'est-à-dire que c'est, comment dire ça, si on était dans les vers, ce serait un décompte syllabique qui nous permettrait de savoir où on en est, quoi. Là, c'est par exemple tout à coup faire un groupe rythmique et se dire par exemple qu'il est ternaire et que donc par exemple ça allie 3 blocs de phrases et on fait en sorte que par exemple il n'y ait pas
de scission entre ces trois phrases, ou de je sais pas quel est le mot qu'il faudrait employer, quoi. Donc ça fait un flux continu. Et tout à coup, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dans ces trois blocs, ça parlait de choses complètement différentes. Et on n'a pas fait la différence que le sens nous aurait obligés plus ou moins à faire. Donc c'est ça, enfin, c'est travailler des groupes rythmiques, savoir si les ternaires, s'ils sont... Puis tout à coup décider que dans une tirade, même on oublie presque la ponctuation, puis on fait une phrase du début à la fin, quoi. Alors tout ça, effectivement, ça fait une fluidité, et tout à coup, ces agencements-là, on se rend compte qu'en fait, ils produisent plus le sens que si on avait, avec une intentionnalité incroyable, chercher le sens, quoi. Ce qui fait d'ailleurs, c'est ça que, quand on fait Marigon, on se rend compte que quand les acteurs ils sont trop dans une intentionnalité, moi à chaque fois j'arrête, je dis attends non, parce que là on est en train de tuer le truc. On peut pas. C'est-à-dire que l'intentionnalité, ça amène immédiatement le cliché dans Marivaux. Alors ces gens qui parlent, qui sont un peu, qui parlent bien, etc. Tout ça, quoi. Le marivaudage, en fait. Alors que quand même De Guy, il avait fait un jeu de mots absolument génial dans son livre qui s'appelle La machine matrimoniale. Il avait transformé le marivaudage en mariage des rivaux. C'est assez beau, quoi. Non, ça vient, c'est des choses qui ne vous quittent pas. Moi, je suis né dans un milieu qui était plutôt défavorisé, comme on dit, et donc chez moi, il n'y avait pas de livres, et donc ma culture, disons, livresque, elle était sur les gens qui écrivent immédiatement. Donc, en fait, moi, en très longtemps, j'ai monté que les textes contemporains qui venaient d'être écrits, ou je pense à Vinaver, je pense à Kreutz, à plein de gens comme ça. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis... j'ai une autre culture, mais j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc c'est la peinture, mais c'est pas la littérature. Donc moi, Molière, Racine, Corneille, tout ça, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc d'ailleurs. Et donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec Édouard Bond, avec Vinaver, même là avec Nicolas Doutet, avec plein de gens. Et je tenais absolument... C'était formidable de travailler avec des auteurs vivants quand ils viennent travailler avec nous et tout. Voilà. Et puis, Marivaux, c'est une drôle d'expérience parce que j'ai monté il y a je ne sais même pas combien d'années, tellement c'est loin, avec François Cluzet qui joue à Harlequin, d'ailleurs, La seconde surprise de l'amour. Et je me rendais compte en tournée que je n'avais rien compris, mais rien. Enfin, j'avais fait du spectacle, hein, je veux dire, le spectacle qui commençait, on revenait de la chasse, on amenait des sangliers sur le plateau, etc. Tout ça, voilà. Ce qui sert à rien, absolument rien, mais c'était juste du remplissage en fait. Mais j'écoutais le texte et je me disais, mais t'as rien compris là, c'est pas du tout ça qu'il faut. Et je m'étais dit, mais cet auteur, jamais je recommencerai. Je peux pas faire ça, je sais pas faire ça. Et puis c'est quand j'ai fait la Tourguenieff, enfin moi la campagne, il y a énormément de gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous faites pas Marivaux? Alors j'ai dit, ouais tiens, je vais relire quand même comme ça. Et puis voilà, puis en relisant, je me suis dit, évidemment c'est un auteur passionnant, quoi. Et puis on s'y est mis, puis j'ai tout à peu près navigué, mais trouvé un peu mieux comment il fallait faire, quoi. Chaque fois, en fait, à la fameuse question, mais je ne sais pas la résumer, celle d'Adorno qui disait qu'après les camps et après la bombe, on ne pouvait plus écrire de poésie, je ne sais plus si c'est exactement les mots. Édouard, il disait si, mais il faut passer en enfer. Donc il faut aller dans l'enfer, mais il faut traverser l'enfer. C'est dans les ruines qu'on apprend l'architecture, et puis après, même si toutes les pièces de Bond, contrairement à ce que la plupart des gens croyaient, elles finissent surtout d'une manière presque optimiste. On n'en sait rien, quoi. Et dans la compagnie des hommes, évidemment, Léonard, il se pend, mais en même temps qu'il se pend, il donne sa montre à Barclay, donc il lui donne le temps et il lui donne de l'argent pour qu'il fuit. Voilà. Oui. Alors, évidemment, c'est toujours dur parce que le spectateur, ouais, ils étaient plutôt dans le drame de Léonard en train de se pendre que dans Barclay qui allait partir. Mais donc, voilà, pour répondre à la question, je pense que même si
Même si c'est avec le moindre grain de sable qu'on reconstruit, mais faut rester avec les hommes construits, quoi. Beaucoup, beaucoup.